Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à ce webinaire de lancement de l'appel à intérêt du marché du projet de transport interrégional de CO2 que lance Natran. Donc, je suis Stéphane Morel, directeur de projet H2 et CO2 au département développement de Natran. Et pour ce webinaire, je serai entouré de Geoffroy Anger, responsable développement hydrogène et CO2, de Pierre-Yves Lestrat, donc directeur de projet CO2, et de toutes les équipes régionales en appui, donc représentées ici par Christelle Machu, Xavier Cordier et Jérôme Guichard, nos business développeurs dans les régions. Voilà pour l'introduction. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, ce que je vous propose, c'est juste de rappeler quelques règles de bon fonctionnement. Tout d'abord, ce webinaire est enregistré, donc vous aurez accès dans les prochains jours au replay sur notre page Internet. Du fait de l'enregistrement et de votre participation, vous acceptez de fait à être enregistré, vous consentez à être enregistré pour les besoins de capture d'une vidéo qui sera disponible en replay. Vous êtes un certain nombre à vous être inscrits, presque 200. Donc, pour des raisons d'organisation, on va garder les micros coupés. Vous aurez cependant la possibilité de poser toutes vos questions dans la rubrique Q&A du webinaire. Pensez à bien préciser vos noms, prénoms et entités avant de poster votre question, s'il vous plaît. Et nous répondrons à toutes les questions dans la mesure du possible en direct à l'écrit dans le Q&A ou à l'oral si c'est nécessaire. Et pour les questions auxquelles on ne pourrait pas répondre immédiatement, on le fera via notre site internet Natran ultérieurement. Concernant l'agenda, donc, eh bien, pour les règles de bon fonctionnement, je viens de vous les expliquer. Juste après cette introduction, donc c'est Geoffroy Anger qui vous fera une présentation générale des enjeux de Natran. Ensuite, Pierre-Yves Lestrat vous parlera de la décarbonation de l'industrie en France et notre approche territoriale. Je vous présenterai succinctement les caractéristiques de l'infrastructure et Pierre-Yves Lestrat reprendra avec les étapes du développement du projet et le fonctionnement de l'AMI. Et nous garderons un temps à la fin pour répondre aux questions à l'oral, qui, je n'en doute pas, seront nombreuses. Eh bien, maintenant, je vais passer la parole à Geoffroy Anger. Donc, Geoffroy, quand tu veux. Merci Stéphane. Donc, je vais vous faire une petite introduction pour ceux qui ne nous connaissent pas encore. Donc, Natran, nous, on est l'opérateur principal de transport de gaz naturel en France et en Europe, avec plus de 30 000 km de réseau en France et en Allemagne. Aujourd'hui, Natran est impliqué dans la transition énergétique depuis plusieurs années à travers trois principaux leviers, le biométhane, le développement des réseaux hydrogène et le développement des réseaux CO2 pour le CCUS. Donc aujourd'hui, il y a un consensus international que le CCUS, ça sera un levier indispensable pour atteindre la neutralité carbone à terme. Et on sent bien, on le voit tous les jours, qu'il y a une vraie dynamique internationale sur le sujet, avec des prises de décision d'investissement en Europe et dans le monde, que ce soit sur des sujets de stockage ou de transport, et des accords intergouvernementaux qui commencent à se mettre en place, notamment au niveau européen. Aujourd'hui, Natran se mobilise sur le sujet. Comme je disais, on a entamé le développement de ces activités depuis plusieurs années maintenant. Et la stratégie de Natran est globalement en ligne avec la stratégie française sur le CCUS, à savoir le développement de projets dans des zones portuaires, là où on a une densité d'émetteurs qui n'ont pas d'autre solution
de décarbonation que le CCUS, et une deuxième phase pour aller chercher des émetteurs qui sont plus loin des ports et qui doivent trouver des solutions pour évacuer leur CO2 et qui sont sur le territoire, mais de façon plus diffuse. On ajoute à ça aussi le développement de CO2 biogénique qui peut représenter un intérêt plutôt pour les usages du CO2, ce qui invite donc à avoir une vision d'ensemble du schéma directeur de développement, et c'est tout à fait la logique de Natran. Aujourd'hui, on a 2 projets principaux en développement à Montoire et à Dunkerque pour aller rechercher les premiers émetteurs de CO2. Et notre vision, c'est ce qu'on met en œuvre, notamment aujourd'hui avec notre appel à manifester d'intérêt, c'est d'entamer cette démarche de planification pour pouvoir aller chercher les émetteurs plus diffus et le CO2 biogénique. Donc, on prépare les prochaines étapes avec des projets concrets qui se développent rapidement et une planification qu'on met en route dès aujourd'hui. Et c'est ce qu'on va vous présenter aujourd'hui. Merci Geoffroy. Pierre-Yves? Alors, je souhaitais d'abord aborder cet AMI par quelques éléments de contexte, parce que c'est un projet d'envergure et qui s'inscrit dans le sujet de la décarbonation et plus généralement du problème climatique. Donc, comme le soulignait Geoffroy en introduction, donc le CCUS est considéré aujourd'hui, et ça ne fait plus débat, comme un levier clé nécessaire à la neutralité carbone. Donc, c'est une solution pour des secteurs industriels. Donc, premièrement, c'est une solution pour des secteurs industriels difficiles à décarboner. Et deuxièmement, et qui arrive après les solutions à mettre en place d'efficacité énergétique et de mise en place d'autres sources d'énergie, notamment des énergies renouvelables. Et deuxième point, il est considéré comme un soutien à la mise en œuvre de puits de carbone naturel qui est essentiel pour atteindre les objectifs climatiques aujourd'hui. Donc, si on se focalise sur le contexte français maintenant, la France s'est dotée d'une stratégie sur le CCUS en juillet 2024 qui est très claire, avec des objectifs de baisse des émissions industrielles de 45% en 2030 pour atteindre une neutralité carbone en 2050. Donc ça, c'est l'objectif global de décarbonation de l'industrie. Et le levier du CCUS est défini par une feuille de route claire, avec d'abord un déploiement des chaînes CCS pour 2030 au niveau des hubs portuaires, comme le soulignait Geoffroy en introduction. Là, globalement, pour des quantités estimées de 4 à 8 millions de tonnes de CO2 par an à horizon 2030. Puis, la mise en œuvre de captage, finalement, pour des territoires et des émetteurs plus diffus. Correspondant et qui serait rendu possible par le développement de nouveaux hubs CO2 et par prolongement des infrastructures de transport de CO2 qui, dans cette stratégie, est notamment appelée les vallées CO2. Là, on serait à l'horizon 2030-2040 et pour atteindre des quantités de CO2 captées de 12 à 20 millions de tonnes de CO2 par an. À souligner également sur cette deuxième phase, 2030-2040, puis 2030-40-2050, l'augmentation dans le pool de CO2 capté, finalement, de CO2 d'origine biogénique, qui a une grande importance puisqu'il contribue à justement soutenir la partie puits de carbone de la stratégie globale de décarbonation de la France et en toute cohérence avec les politiques également européennes. Alors, pour compléter un peu ce qui était dit en introduction, c'est que je voulais aussi souligner que ces derniers mois et années,
il y a eu un certain nombre de leviers et de levées de freins et qui montrent finalement, en lien avec cette stratégie, des événements qui démontrent un certain momentum sur le CO2 en Europe. Et donc, si on se focalise côté français, avec la signature d'accords entre le Danemark et la Norvège et la France, qui permettent au final de pouvoir transporter et de stocker du CO2 dans ces pays, ce qui n'était pas le cas jusque-là. Deuxième élément important, le lancement du dispositif GPID, donc de forme Carbon Contract for Difference, en France en 2024. Ce n'est pas le cas dans tous les pays d'Europe, loin de là. Et donc, on considère que c'est un aspect très important et une force pour la décarbonation en France. Et enfin, au niveau européen, je souhaitais souligner également les travaux législatifs qui sont prévus en 2026 et qui sont annoncés à travers aujourd'hui notamment une consultation publique sur le sujet et qui porte sur les marchés et les infrastructures de CO2. Pour terminer sur le paysage général du CCUS en France, donc Natran, dans son rôle de planificateur, a lancé au printemps une démarche avec Terega de concertation nationale sur les infrastructures hydrogène et CO2. Et spécifiquement ici, vous voyez la vision du développement des infrastructures de transport de CO2 nécessaires et la vision qu'on en a pour coller à la trajectoire de développement du CCUS en France. L'objectif de cette concertation nationale est de nourrir les politiques publiques et de les partager avec l'ensemble des acteurs. Si maintenant on se focalise sur l'approche territoriale et en se rapprochant de l'infrastructure de transport que l'on propose aujourd'hui, en fait, côté Natran, on a un constat qui est que certes, il y a des émissions centralisées sur les zones industrielles portuaires, qui sont des exutoires naturels et aisés pour l'export de CO2 vers les stockages permanents. Et c'est en particulier le cas en mer du Nord, où il y a d'importants projets de développement de capacités très notables de stockage de CO2. Donc, il y a une concentration effectivement de projets sur ces hubs, mais on constate aussi qu'il y a beaucoup et d'importants volumes à traiter et qui sont soulignés dans la phase 2 de la trajectoire française dont je parlais tout à l'heure. On a des industriels émetteurs relativement éloignés de ces hubs, industriels émetteurs des secteurs industriels ciblés par le CCS aujourd'hui, mais qui aussi des industries, des acteurs qui peuvent émettre et capter du CO2 biogénique. On constate aussi le développement de projets de valorisation de CO2, notamment des e-carburants. Et ce sont des projets et des émetteurs qui aujourd'hui sont sans grande visibilité de solutions de transport de CO2. Donc soit pour accéder à du stockage dans le cadre du CCS, soit pouvoir connecter leur projet de valorisation à une ou voire même plutôt plusieurs sources de CO2, y compris de CO2 biogénique. Donc en fait, la réponse de Natran, et c'est la réponse qu'on souhaite apporter aujourd'hui, c'est de développer une infrastructure mutualisée sur la partie nord de la France, interrégionale donc, qui couvre les régions des Hauts-de-France, du Grand Est, de la Normandie et de l'Île-de-France, et qui permettra donc d'agréger d'importants volumes, d'assurer un transport entre l'ensemble des acteurs du domaine du CCUS, et que ce soit pour du CO2 fossile ou biogénique, et d'offrir ainsi une logistique compétitive de transport de CO2 grâce à ces économies d'échelle. Donc, également, on constate, il y a un atout majeur sur la partie nord de la France, c'est qu'il y a du développement d'un projet de hub d'export par canalisation, par gazoduc sous-marin,
autrement dit pipe offshore, de grande échelle depuis Dunkerque, sur lequel Natran est en partenariat avec la société norvégienne Equinor, qui développe ce projet de carboduc relié à des stockages développés en mer du Nord, et donc qui est un projet d'envergure et de grande capacité. Alors, l'infrastructure qu'on propose aujourd'hui, notre objectif, c'est de bâtir une offre compétitive et plus concrètement, nous proposons une infrastructure déjà étudiée dans le cadre, en fait, une étude technique de préfaisabilité qui a été réalisée par Natran en 2025. Elle s'est reposée non pas directement sur des expressions de besoin d'un certain nombre d'émetteurs ou d'acteurs, mais finalement sur des hypothèses que nous avons construites sur la base d'études de marché, d'études de gisements captables, également qui ont pu être confirmées, rendus plus solides par des contacts avec certains émetteurs d'importance en particulier, et qui nous ont permis d'évaluer, d'estimer, de travailler sur un tracé d'infrastructures de transport par canalisation qui répondent à ces différents scénarios de besoins de transport de CO2 en France. Donc finalement, aujourd'hui, on a réalisé cette étude, on a estimé un premier projet, et donc ce qu'on souhaite et ce qui est nécessaire maintenant, c'est de confirmer l'intérêt pour une telle infrastructure, l'intérêt du marché, pour cela de récolter l'ensemble des besoins de transport que peut couvrir une telle proposition d'infrastructure, et notamment avec des éléments qui pourront nous permettre aussi de préciser la feuille de route et le mode de déploiement d'une telle infrastructure. Alors, avant de continuer sur vraiment la description de l'infrastructure que nous proposons, je souhaitais souligner l'intérêt de répondre à cette AMI avec Natran pour ce projet d'infrastructure. Alors, il y a plusieurs avantages à cela, selon nous. C'est que d'abord, on projette une infrastructure mutualisée en open access, donc offrant des perspectives d'économie d'échelle. C'est toujours plus intéressant de développer une infrastructure mutuelle en comparaison, on va dire, à des projets de point à point, et notamment aussi parce que la mutualisation permet, et de telles infrastructures, une certaine flexibilité pour l'ensemble des acteurs qui s'y connecteraient, que ce soit consommateurs, points d'export ou émetteurs injectant sur l'infrastructure. Deuxième point, c'est qu'elle va être développée, et c'est tout l'objet de cette AMI, c'est la première étape, en concertation avec les acteurs du marché. Donc, selon un processus qu'on verra tout à l'heure, et qui permet des échanges, des allers-retours au fur et à mesure des différentes phases de développement. Elle va être développée par Natran et on se présente comme un acteur indépendant, c'est-à-dire indépendant des autres activités de la chaîne. Donc, on se positionne uniquement sur la brique de transport de CO2, indépendamment des développements de solutions de captage, de stockage ou de projets de valorisation. Donc, ce qui nous amènera finalement et ce qui va rendre possible à Natran de pouvoir gérer un accès des tiers à ce type d'infrastructure, à ce réseau, de manière non discriminatoire. Ce qu'on prévoit aussi, c'est un avantage, c'est qu'on développera cette infrastructure avec transparence, c'est-à-dire que les règles de participation au processus de développement et les règles d'accès à cette infrastructure seront identiques pour tout le monde et seront partagées et transparentes. Autre point important que je souhaitais souligner, c'est que en participant et en étant un acteur sur un tel projet, ça peut apporter finalement les conditions nécessaires
à ces projets de valorisation ou d'émissions de captage de CO2 à leur candidature au dispositif CCFD en France, qui spécifie dans son cahier des charges qu'il est nécessaire finalement d'avoir déjà des liens avec des projets de transport de CO2. Donc, sachant qu'en plus, cette infrastructure qu'on propose aujourd'hui, son périmètre aujourd'hui, il est inclus dans un projet labellisé projet d'intérêt commun par l'Union européenne, qui s'appelle le projet EU to North Sea, et qui pourra donc disposer de fonds européens CEF, qui sont des fonds importants qui permettent de financer à la fois des études dans la phase de développement et ensuite des investissements. Enfin, dernier avantage, c'est que vous disposerez de conditions et d'évaluation de coûts de transport du CO2 aux différents stades de développement et du développement de vos propres projets pour avoir des éléments solides pour répondre par exemple à des demandes de subventions, que ce soit au niveau français ou européen, et également pour évaluer au fur et à mesure du développement des étapes d'études des projets, la viabilité de votre projet. Maintenant, on peut passer, je pense, c'est terrible. Je pense que là, on espère que vous avez bien compris l'intérêt de répondre à cette AMI. Et ce que je vous propose, c'est en quelques slides, là, vous présenter les principales caractéristiques de l'infrastructure qu'on propose à date, sachant qu'évidemment, l'intérêt de cette AMI, c'est aussi de clarifier, de préciser tous les besoins pour pouvoir ajuster ce tracé, qui d'ailleurs n'est pas un tracé, mais bien un faisceau, c'est-à-dire que c'est une bande plus d'une dizaine de kilomètres qui est une première idée de ce que pourrait être le tracé de collecte du CO2 dans cette moitié nord de la France. Donc, où on va retrouver les régions dont on a parlé, donc les Hauts-de-France, le Grand Est, incluant le territoire alsacien et la Normandie, et la région Île-de-France. Donc, ce que vous voyez, le trait, c'est le faisceau qui a été initié à l'issue de l'étude d'opportunité dont vous a parlé Pierre-Yves un petit peu avant, et donc sur la base de scénarios de volume captés et d'études de gisement. Donc c'est une première proposition qui, bien évidemment, comme vous pouvez le voir aussi avec les petits traits en pointillé, a vocation aussi à s'étendre sur la région Île-de-France et sur le territoire alsacien en fonction des besoins qui seront exprimés par vous tous, industriels ou autres. Sur ce slide-là, c'est une reprise en fait de la carte d'avant, mais c'est pour mettre un peu plus en avant les tracés sur chaque région. Vous y aurez accès dans les différents documents qui seront fournis à la fin du webinaire. Donc je ne vais pas forcément m'attarder sur ces tracés. Sachez qu'ils couvrent en tout cas les régions qu'on a citées. Dans le cas de cette étude d'opportunité et puis pour préparer en fait les spécifications techniques de ce pipe, il a fallu qu'on réfléchisse aux caractéristiques du CO2 qui sera accepté sur nos réseaux. Alors pourquoi faire ça? Tout simplement d'abord pour des questions d'intégrité et de sécurité de nos ouvrages, puisqu'il faut que ces ouvrages puissent durer dans le temps. On s'engage en tant qu'opérateur responsable et indépendant à fournir un service sur du long terme. Il est nécessaire aussi de pouvoir l'opérer et le fiabiliser. Donc, c'est aussi pour ça qu'il faut qu'on maîtrise le CO2 qui rentre dans ces tuyaux.
Mais comme vous l'avez compris dans les présentations précédentes, ce CO2 va être transmis en dehors de la France, donc via des pipes sous-marins ou autres, en tout cas qui ne seront plus sous notre responsabilité, mais qui vont avoir aussi un certain nombre de caractéristiques, et donc il va falloir être capable de s'adapter à ces réseaux-là et d'être compatible. Donc d'où l'interopérabilité avec les systèmes de transport adjacents. Donc sur ces bases-là, on a constitué une première spécification de qualité de CO2 qui s'appliquera à l'entrée et à la sortie du réseau de Natran. Ces spécifications sont pour l'instant préliminaires, elles sont proposées et seront réétudiées en fonction de tout ce qu'on a dit, c'est-à-dire à la fois des entités qui sont intéressées pour utiliser ce réseau, mais aussi à tous les opérateurs adjacents qui vont se connecter sur notre réseau. Je ne rentrerai pas dans le détail des seuils de composition que vous avez là et que vous retrouverez plus en détail dans les documents, encore une fois, qu'on vous aura joints. Si vous deviez retenir un point, c'est que c'est quelque chose de nouveau, donc on travaille, on s'appuie sur des normes existantes, mais il y a quand même beaucoup d'études aussi d'évolution de ces normes, de confirmation de ces normes, à partir d'études, de travaux de R&D, dont certaines qui sont encore en cours. Et donc, c'est pour ça qu'on n'est pas encore sur une spécification complètement définitive. Ce qu'on peut dire par contre sur les conditions pression-température, c'est qu'on aura a priori une pression maximale de service autour de 35 bars et une plage opérationnelle de fonctionnement entre 18 et 35 bars. Voilà ce que je peux dire pour les spécifications techniques. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. Je vous rappelle qu'il y a un fil de conversation sur le Q&R là, en haut du webinaire. Vous pouvez poser toutes vos questions. On y répondra du mieux qu'on peut, soit à la fin de la session, soit sur le site internet à la suite de ce webinaire. Je repasse la parole à Pierre-Yves pour la partie sur les étapes du développement. Oui, sachant que ce que vous a présenté Stéphane en détail, tout sera disponible, tout est disponible sur le site internet. Hein, donc le tracé pour que vous pourrez regarder de manière plus précise, et également le document sur les spécifications. Donc, juste pour parler de l'appel à manifestation d'intérêt là et voir comment il s'insère finalement dans la suite, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure dans le cadre des avantages de répondre à cette AMI, mais finalement l'AMI c'est la première étape de la partie non engageante du développement de l'infrastructure qu'on propose. Développement qui sera basé sur les expressions de besoins initiaux qu'on récoltera lors de cet appel à manifestation d'intérêt qui est ouvert du 16 décembre donc au 28 février. Sur cette base, deuxième étape, c'est qu'on analysera l'ensemble de ces résultats. Les profils des réponses seront importants pour nous de pouvoir identifier les emplacements, les besoins en volume pour recadrer, commencer à voir si l'infrastructure qu'on a imaginée jusqu'ici et étudiée en préfaisabilité est adaptée ou si on doit l'étendre ou au contraire la réduire, etc. Et donc, on sera sans doute amené peut-être à faire globalement aussi un compte-rendu du résultat de l'AMI avec finalement des données, mais qui seront bien sûr agrégées. Et puis, ça nous permettra d'avoir aussi une vue sur les perspectives de volume de CO2 biogénique pouvant être pris en charge par cette infrastructure. Sur cette base, donc on sera amené à effectivement discuter avec l'ensemble des parties intéressées qui répondent à l'appel à manifestation d'intérêt. Et l'objectif, ce sera de pouvoir initier la suite des études par une étude de faisabilité de l'infrastructure qui répond à l'ensemble des besoins des parties intéressées suite à cette AMI. Et qui
qui sera finalement lié et initié à travers une convention de faisabilité qu'on fera signer aux parties intéressées et qui permettra d'un peu de contractualiser les besoins qu'ils expriment. Et enfin, à l'issue de l'étude de faisabilité, on continuera à discuter avec l'ensemble des parties intéressées. Et l'étape suivante qui est recherchée, c'est de pouvoir passer à des études d'ingénierie plus poussées qui permettent de définir précisément cette infrastructure, ses conditions d'accès, tarifs de transport associés, et globalement avoir une estimation précise et des tarifs engageants pour l'accès à cette infrastructure et qui donnera naissance, qui permettra de lancer la phase engageante en elle-même. Donc, le fonctionnement de l'appel à manifestation d'intérêt du marché, pour résumer. Donc, le périmètre, vous l'avez compris, sont les régions Hauts-de-France, Grand Est, Normandie et Île-de-France. Et certes, on propose un fuseau de cette infrastructure, mais les réponses ne doivent pas être limitées forcément à proximité immédiate du fuseau, puisque ce qu'on propose, c'est une première étude, une première infrastructure qu'on a étudiée sur la base d'évaluations et d'hypothèses issues d'études de marché et de gisement. Donc, c'est important qu'on ait vraiment l'ensemble des besoins. Donc, n'hésitez pas, y compris si vos sites vous semblent éloignés des fuseaux indiqués. Qui peut répondre à cette AMI? Finalement, un peu tout le monde, à partir du moment où vous avez un besoin de transport de CO2. Donc, finalement, pour résumer, c'est les sites industriels ayant des projets de captage de CO2, que ce soit du CO2 fossile ou biogénique ou un mix. Les projets de valorisation de CO2, quel que soit leur niveau de maturité également. Les projets d'autres modes de transport, notamment des porteurs de solutions logistiques de CO2 susceptibles de se connecter à l'infrastructure et qui permettraient d'élargir les bénéficiaires de cette infrastructure dans les territoires. Et enfin, des projets là qui auraient que uniquement une source de CO2 biogénique, c'est des sites de méthanisation qui sont effectivement beaucoup plus diffus. Mais ce qu'on peut remarquer, c'est que l'infrastructure traverse des territoires qui sont très riches en projets, même en unités de méthanisation aujourd'hui existantes, sur le Grand Est et les Hauts-de-France notamment, y compris la Normandie. Donc, c'est vraiment les régions où on a de gros potentiel. Et également où l'AMI est ouvert à d'éventuels projets de stockage souverain en France, sur le territoire. Sachant que notre vision sur le sujet, c'est que les stockages souverains seraient amenés sans doute il faudra sans doute un peu de temps pour du développement. Et dans tous les cas, pourront se connecter dans le futur à cette infrastructure des projets de stockage souverain sur les différents territoires. Donc, le lancement de l'AMI, c'est bien aujourd'hui, avec une durée d'ouverture pour répondre jusqu'au 28 février. Vous pourrez répondre en ligne sur la page Internet de Natran, dont vous avez le lien dans la présentation qui sera aussi disponible sur Internet. Donc finalement, quand on parle de répondre à l'AMI, qu'est-ce que c'est concrètement? C'est répondre à un formulaire en ligne avec l'ensemble des données suivantes qui vous seront demandées. Donc évidemment des informations sur votre identité, des informations sur le projet, son emplacement, quel type de projet est-ce, êtes-vous émetteur, êtes-vous un projet de valorisation, de logistique CO2, de stockage souverain, un site de méthanisation, etc. Si vous êtes un émetteur direct ou éventuellement une entreprise ou une société qui représente plusieurs projets, plusieurs émetteurs.
et quel est l'état d'avancement, le stade de maturité de votre projet. Très important, quels sont vos besoins de transport? Donc, quel est le besoin en volume et débit de CO2 à transporter pour votre projet? Et quelle est l'échéance de ce besoin? Et enfin, spécifiquement, si vous êtes émetteur de CO2, quelle part de CO2 biogénique visez-vous à terme? Et si pour vous, vous avez comment dire, des projets associés d'exutoire pour le CO2 que vous injecteriez sur le réseau, vous pourrez nous les préciser. Voilà. Et ce qui peut être intéressant aussi, c'est d'avoir dès cette réponse par formulaire des premiers commentaires ou descriptions plus précises de vos besoins et que vous aurez précisé dans les autres réponses. Voilà. Donc, important, les réponses à l'AMI sont considérées, sont traitées par Natran comme confidentielles. Cependant, une fois que vous aurez répondu et pour les échanges que nous pourrons mener ensemble en bilatéral, nous pourrons vous proposer un accord de confidentialité, un NDA, pour ceux qui le souhaitent. Après votre réponse, que va-t-il se passer? Donc, en fait, on va collecter l'ensemble des réponses. Et avant d'avoir l'ensemble des réponses, on sera amené à répondre à vos questions. On pourra répondre à vos questions, préciser le besoin avec vous suite à votre première réponse par formulaire. Et bien sûr, ensuite, proposer des conventions d'expression de besoin pour l'étape suivante, qui est l'étude de faisabilité. Ce qui sera possible également, et on pourra l'aborder avec les parties intéressées lorsqu'on discutera, c'est que ce sera éventuellement l'occasion, on pourra trouver des opportunités de pouvoir mettre en contact, s'ils sont d'accord, les acteurs entre eux, donc notamment entre émetteurs, points d'export de CO2 vers des stockages. Quand on dit point d'export, c'est pour les points d'export vers des stockages de CO2 dans le cadre du CCS, notamment Natran étant en partenariat avec Equinor, ce sera possible éventuellement d'avoir une présentation de ce projet et des conditions d'accès. Également entre émetteurs et projets de valorisation, et entre émetteurs et utilisateurs de CO2 avec des projets de logistique CO2 complémentaires. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Oui, pour décrire l'appel à manifestation d'intérêt et ses principales caractéristiques. Oui, je pense aussi. Merci Pierre-Yves. En tout cas, si vous avez des questions ou des interrogations, enfin bref, si vous avez oublié des parties de ce qu'on s'est dit, comme je vous l'ai dit, le replay sera disponible très vite, soit demain, enfin ou plus tard, je pense demain ou après-demain, sur la page internet de Natran. Entre-temps, vous avez, pour ceux qui sont déjà en contact, vos relais territoriaux. Donc, peut-être, je me permets de les interpeller pour qu'ils remettent leur caméra. Xavier Cordier, Jérôme Guichard pour les régions Hauts-de-France et Grand Est. Voilà, merci Jérôme et Xavier. Et puis, donc, pour la région Normandie et Île-de-France, rien que ça, de région pour Christelle toute seule. Et donc, si vous le souhaitez, vous pouvez aussi utiliser une boîte mail qui a été créée pour le projet. Donc, n'hésitez pas à nous adresser toutes les questions que vous n'avez pas pu poser pour l'instant. Alors, maintenant, alors,
côté question, je ne l'ai pas suivi dans le détail, mais a priori, il y a déjà eu un certain nombre de questions en ligne qui ont reçu une réponse. Donc, je ne vais pas forcément revenir sur ces questions-là. Il me semble qu'il y avait une question pour laquelle un membre de notre équipe projet pourrait intervenir. Du coup, je crois que c'est Bruno. Bruno, si tu veux prendre la parole, si c'est possible. Non. Non. Bah écoutez, c'est pas grave, on communiquera la réponse par écrit ou à moins que ce soit déjà fait. Je vous avouerai que je ne vois pas toutes les réponses. Ah ben si, vas-y, Bruno, si tu veux, pas de souci, mais Pardon, pardon. excusez-moi, je n'avais pas compris. Ok. Concernant, il y a une question dans le fil de discussion de Monsieur Étienne relative au site de méthanisation agricole et l'intérêt pour ces sites-là de venir répondre à l'AMI pour éventuellement, par rapport à des solutions locales de valorisation du CO2 biogénique. L'idée de cette infrastructure de transport, ça a été rappelé, c'est d'accueillir tout type de CO2. C'est évidemment d'abord ciblé vis-à-vis des émetteurs de CO2 fossiles qui ont ce carbone sur le bras et pour qui c'est la solution. Ça a déjà été rappelé en introduction par mes collègues. S'agissant des CO2 biogéniques, l'idée est surtout d'apporter une diversification potentielle justement aux solutions locales de valorisation du CO2 biogénique qui, par nature, sont locales et dont les marchés qu'on connaît sont pour l'instant assez limités, ou en tout cas atteindront un jour une certaine finitude. Donc l'idée de se raccorder à une infrastructure de transport, c'est de permettre justement d'accéder à d'autres marchés, au premier rang desquels, pour s'agissant du CO2 biogénique, on pensera évidemment à la production de e-molécules, notamment les e-carburants, qui auront besoin à partir de 2040 de CO2 d'origine biogénique. Et deuxième marché potentiel, c'est le stockage géologique pour pouvoir prétendre à faire des émissions dites négatives. Et de notre point de vue, cela ne s'oppose pas et est parfaitement complémentaire au marché actuel de la valorisation du CO2 biogénique, notamment dans l'alimentaire, dans la fabrication de bière, etc. Donc voilà, nous, on n'oppose pas ces marchés-là. L'idée de cette infrastructure, c'est d'offrir de nouveaux débouchés potentiels à ces émetteurs. Voilà. Stéphane, je t'invite à réouvrir ton micro. Pardon, excusez-moi, je l'avais coupé pour pas qu'il y ait d'interférence, mais donc je te remerciais de cette réponse détaillée. Et si vous le voulez bien, je vais reprendre 2 ou 3 questions qui ont été posées dans le fil. Donc une première donc je lis pour ne pas trahir la personne qui a posé la question. Pourriez-vous détailler la fourchette de coûts de transport actuelle pour le prix de CO2? Donc, à date, non, malheureusement, mais j'aurais tendance à dire c'est tout l'intérêt de cette AMI. C'est-à-dire que c'est grâce aux résultats de cette AMI, c'est-à-dire le nombre, la localisation, les volumes mobilisés qui nous permettront d'affiner le périmètre et de faire une première estimation de ce tarif de transport. Comme vous pouvez l'imaginer, les réseaux de transport de CO2 complètement indépendant et ouvert à tous les tiers n'existe pas en France, donc c'est un peu compliqué de vous donner à ce jour un tarif. Une autre question, pensez-vous développer des points d'injection à des endroits proposés sur le parcours pour agréger les émetteurs qui seraient hors réseau? Évidemment que nous le sommes. Que nous pensons pouvoir le faire. Enfin, l'idée est bien de s'ouvrir à une forme de multimodalité du transport du CO2. Alors, Natran reste et restera un infrastructeur de canalisation, mais tout à fait ouvert et intéressé en fait à travailler cette multimodalité pour justement développer donner accessibilité de nos réseaux à d'autres émetteurs de CO2. Et c'est aussi ça l'objectif de l'AMI, c'est de pouvoir
voir s'il y a un intérêt à travailler sur cette approche plus multimodale. Une autre question, et je pense que ça sera la dernière qu'on abordera en direct. Comment le mélange CO2 biogénique, non biogénique dans le pipeline est-il géré au niveau réglementaire? Entre parenthèses, système de certificat versus bilan de matière. Donc, à ce stade, la réglementation ne prévoit pas encore de mécanisme, mais il y a des réflexions en cours au niveau européen qui permettent, enfin en tout cas qui devraient pouvoir le permettre, tout en distinguant correctement le biogénique du non biogénique, notamment au travers des garanties d'origine. Voilà pour les questions qu'on voulait réaborder à l'oral. Je pense que sur le reste, on est à peu près OK. Donc, si vous avez encore des questions, encore une fois, n'hésitez pas à utiliser la boîte mail que vous retrouverez sur le dernier slide. On va vous la réafficher, voilà. Et puis, évidemment, privilégiez vos contacts territoriaux, régionaux, habituels, si c'est déjà le cas. Et voilà. Ben, écoutez, en tout cas, au nom de toute l'équipe projet de Natran et plus globalement de la société Natran, vous remercie de votre attention, de votre participation déjà. Vous avez été nombreux à nous suivre. N'hésitez pas à relayer ce webinaire si d'aventure vous connaissez des gens ou des entreprises qui n'ont pas pu y assister. Et donc la période, comme ça a été dit, va courir jusqu'à fin février. Donc vous avez le temps d'y répondre, mais si vous pouvez le faire dès maintenant, ben, faites-le, ça sera fait. Merci beaucoup et bonne fin de journée.